Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui on se retrouve près de Opéra parce que je me rends aux Galeries Lafayette. Évidemment, c'est la canicule. J'ai un peu imposé à mon invité un endroit climatisé et aux Galeries Lafayette il y a des cafés, il y a des restos. Pour l'heure il est 4h donc en fait on va faire un goûter et j'espère qu'on sera au frais. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline Appétit sur les réseaux et je teste des restos en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous plaît et à me contacter sur Instagram si vous souhaitez participer. Tout le monde est le bienvenu. Allez, on va retrouver Elodie. Je suis aux Galeries Lafayette avec Elodie. C'est ça. Ça va Elodie? Ça va et toi? Ça va, ça va. On n'a pas trop chaud, c'est trop cool. On profite de la climatisation des Galeries Lafayette pour pas se liquéfier sur place, généralement. Du coup, est-ce que tu veux te présenter? Moi, du coup, c'est Elodie, j'ai 23 ans, même si je fais plus jeune physiquement, je trouve. On me dit souvent que je fais plus jeune. Non, mais 23 ans, c'est jeune. Oui, mais souvent on me donne même pas la majorité en fait. Donc du coup, je suis venue là avec Caroline. Moi, de base, je suis lilloise et je venais voir une amie à Paris. Donc là, je suis venue aussi profiter pour témoigner avec Caroline. Ouais, c'est super sympa. Ça me fait trop plaisir quand il y a des gens qui sont pas parisiens et qui viennent. Voilà, c'est trop sympa. Bon, écoute, on va aller tester ce petit café tout mignon. Bah oui. Je pense qu'il y a de la place. Ouais, je pense qu'il y a de la place aussi. Allez, c'est parti. Bon, écoute, merci. Merci à toi de proposer ce contenu. Je trouve ça vraiment aidant en fait pour les personnes qui ont des TCA ou pas en fait. Enfin, même si on est beaucoup à témoigner, on est eu des TCA. Je disais ça manque un peu le contenu sans TCA forcément, mais après voir des parcours, des évolutions, tout ça, ça donne beaucoup de motivation aussi. Bon alors on va choisir. Au global, on a commandé avec une tablette, voilà, très moderne. C'est la technologie. On va directement envoyer le serveur. On a pris un frappé à la pistache, toi t'as pris ombré fruit de la passion. Et moi j'ai pris une tartelette pistache fraise. Je vais tester quand même la boisson. C'est bon. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a arôme plus vraie pistache. C'est super frais. La fameuse boisson colorée. Alors vas-y. On va bien. Thé au pois. Oui. C'est ça qui était. Je sais pas s'il faut que tu mélanges pour avoir toutes les saveurs qui se... Des petits morceaux, c'est comme une sorte de bubble tea, j'ai l'impression. Et ça, c'est pétillant? Non, c'est pas pétillant. C'est joli avec la petite fleur. Mais ouais, c'est super, c'est très bon, ça a bien le goût de passion. Alors, Elodie, la première question phare de la chaîne, est-ce que tu la connais par cœur? Oui. Comment te définirais-tu comme mangeuse? J'ai réfléchi du coup parce que j'avais pas tout de suite un qualificatif, mais je dirais une mangeuse réconciliée. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé parce que j'ai eu des troubles alimentaires très jeunes, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans. Donc de 10 ans à mes 20 ans, ça a été assez compliqué. Enfin même avant, en fait, je pense que mes troubles alimentaires ont débuté même avant les 8 ans, je pense, à 8 ans. Mais bon, c'était un plus de l'hyperphagie en fait. Ouais. Donc en fait, il y a eu des troubles alimentaires. C'est des troubles alimentaires, bien évidemment. Mais à l'époque, on a juste dit, elle a qu'à arrêter de manger, on va la mettre au régime. Dommage, le régime a un peu trop fonctionné, parce qu'à 10 ans, je me suis retrouvée soudée et tout ça, parce que j'avais perdu trop de poids en fait. Et ça, je sais que moi je suis 2001, dans le début des années 2000, on parlait pas trop de TCA, voire pas du tout, encore moins chez l'enfant en fait. Donc, moi je suis tombée dans les TCA en 2000. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop, mais ça existait déjà. Mais dis-toi que pour les enfants, on pensait vraiment à du caprice. Enfin, c'était très. Enfin, je sais qu'à l'hôpital, on disait tout le temps arrêtez caprice, tout ça, alors que j'étais vraiment en souffrance. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai toujours une situation familiale assez compliquée, si tu veux. Enfin, j'ai un père qui est plus ou moins autiste, mais qui veut pas trop se diagnostiquer. Mon frère est autiste diagnostiqué. Toi, tu es l'aîné ?
Moi, je suis la petite. La petite, enfin, j'ai un grand frère et il n'y a que moi derrière après. On est deux. La deuxième, ouais. Et ma mère, qui a plusieurs troubles, qui ne veut pas trop se faire soigner non plus. Enfin, j'ai été la seule à me faire soigner vraiment de mes troubles, en fait. Et en plus de ça, souvent l'autisme, ça a un impact sur l'alimentation. Je sais pas dans le cas de ton père, mais... Oui, un petit peu. Disons que mon père, il a beaucoup de contradictions avec l'alimentation. Par exemple, il dit, ouais, on n'achète que du Nutri-Score A ou B. Je suis là, bon, génial. Et par contre, des fois, il cuisine avec sa huile, quoi. Ouais, donc il y a après, c'est pas du tout la même... C'est pas la même logique que nous, en fait. Après, c'est pas... L'autisme, ça donne... C'est pas forcément des troubles du comportement alimentaire, mais c'est des troubles alimentaires. Oui, c'est certaines textures... Ça, c'est plus mon frère. Ouais, mon voilà. frère, il a beaucoup... Alors, j'appellerais pas ça de la non-phobie quand même, mais il y a des fois des textures, des trucs qu'il supporte pas en fait. Donc oui, un contexte familial assez compliqué. Et en fait, j'ai toujours été harcelée aussi quand j'étais à l'école. J'étais une gamine assez mal dans sa peau, tout ça. Et je pense que ce qui a déclenché, qui m'a donné l'idée, entre guillemets, de me venger sur la nourriture, enfin de me venger, c'est terrible ce terme, mais c'était un peu ça, c'est qu'une fois quand j'avais peut-être 6 ans, on était au restaurant en famille en vacances et j'avais pris un menu enfant, mon frère aussi, on a 4 ans d'écart, mon frère est 4 ans plus vieux que moi. Donc moi j'avais 6 ans, lui il avait déjà 10 ans. Ouais. Et en fait le menu enfant était le même pour tout le monde. Enfin, moi j'avais pas fini mon assiette et le monsieur devant tout le monde, tout le restaurant a dit « Toi tu n'auras pas la surprise du menu enfant parce que tu n'as pas fini ton assiette. » Mon frère a eu sa surprise du menu enfant et moi non. Et tu vois, quand t'as 6 ans, t'es frustré et tu te dis, tu vois tous les gamins du restaurant qui ont la surprise et pas toi parce que t'as pas fini ton assiette. Enfin, je trouvais ça horrible en fait. Mais ça, c'était en 2010 par là. Ah non, attends, 2007-2008. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en fait, du coup, l'hyperphagie a commencé parce que je me suis dit, pour être quelqu'un, pour bien faire, il faut manger. Mais du coup, je mangeais beaucoup trop, je comblais mes émotions par ça, je mangeais sans avoir faim. Mais tout le monde disait que j'étais gourmande alors qu'en fait, c'était juste du mal-être. Et en fait, ce qui a tiré la sonnette d'alarme, ça a été l'anorexie du coup à 10 ans. Parce que là, quand t'as une perte de poids fulgurante, forcément, là, ça... Et du coup, t'as voulu perdre du poids à cause de tes crises d'hyperphagie qui t'avaient fait prendre du poids? Alors non, je pense pas en fait, parce qu'à l'époque, j'étais petite, j'avais 10 ans, donc j'avais pas vraiment notion, tu vois, des calories, des choses comme ça, des aliments sains, pas sains, enfin un petit peu quand même, mais j'avais pas un BTS diététique quoi, donc moi en fait je mangeais tout, mais j'avais réduit toutes les quantités. Je pouvais te manger par exemple un gâteau, mais c'était et je pour mangeais 2 bouchées. Perdre du poids, je sais pas si c'était la volonté première. Je pense que c'était juste, j'avais un dégoût de la nourriture. J'avais tellement fait de crise d'hyperphagie qu'après je me dégoûtais et tout le monde me disait t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, que du coup j'ai juste voulu calmer un peu l'appétit et au final ça a trop restreint et j'ai perdu le poids que j'avais pris parce que j'étais un peu en surpoids du coup à cause de l'hyperphagie. J'ai perdu les quelques kilos que j'avais en trop et le poids que j'aurais pas dû perdre en fait. Au départ, t'as fait ça sans notion de calories, t'as juste diminué tout ce que tu mangeais. Mais dis-toi, je me rappelle un truc, c'est que je mangeais beaucoup de miel. Parce qu'en fait, à l'époque, sur les pots de miel, il n'y avait pas les calories. Et je me disais, s'il n'y a pas marqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de calories. C'est naturel, ça vient des abeilles. Tu vois, vraiment, j'étais naïve. J'étais une enfant, en fait. Maintenant, tu vois, on est beaucoup plus matrixé par les calories parce que c'est écrit partout, Nutri-Score, machin. Enfin, même les enfants, en fait, ils savent beaucoup plus, je trouve. C'est terrible. Ils perdent un peu leur innocence de se dire, ça me fait plaisir gustativement. On va lui dire non, ça fait grossir. Pour les gens, la frontière entre gourmandise et hyperphagie, ils la voient pas trop. C'est ça. Alors que pour moi, ça se voit direct. Enfin, si tu côtoies la personne, je te parle pas de quelqu'un que tu vois juste une fois, mais si tu vis avec une personne, je trouve que tu le vois. Si c'est quelqu'un qui est juste gourmand, ou si c'est quelqu'un qui est vraiment dans une dépendance alimentaire, quoi. En fait, c'est comme un alcoolique. Tu vois bien quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. Quand tu vis avec, tu le sais. C'est ça, ça me choque toujours que les gens, pour eux, la gourmandise, l'hyperphagie, c'est de la gourmandise. Alors qu'en plus, j'avais une courbe de poids tout à fait normale, même dans la moyenne basse avant. Ouais. Et puis en un an, ça a fait un pic en fait. J'ai eu une prise de poids très importante. Et même la médecin qui me suivait à l'époque, elle n'a pas réagi. Elle a juste dit faut que tu arrêtes de manger n'importe quoi. Je me suis fait disputer en fait. Alors que. Mais ça, c'est parce qu'on parle pas. Même maintenant, on parle pas assez de l'hyperphagie, je pense. C'est ça.
On parle pas mal anorexie, boulimie, tout ça, les gens ils connaissent. Ouais. Mais c'est vrai qu'hyperphagie, les gens savent pas trop ce que c'est en fait. Non, bah non. Oh, c'est juste, tu te fais plaisir. Un manque de volonté et de la gourmandise. Et après l'anorexie, ça m'a poursuivi quand même pas mal d'années. On va dire, du coup à 10 ans et demi, j'ai été hospitalisée une première fois en service de renutrition en pédopsychiatrie. C'est assez traumatisant quand même parce qu'à 10 ans, se faire hospitaliser, avoir la sonde, avoir un halter et tout, enfin c'était assez... Donc t'as eu une sonde, Ouais. et t'as eu des médocs aussi ou pas? Je leur en veux aussi beaucoup parce qu'à cet âge-là, en fait, j'étais mal dans ma peau, donc je dormais pas la nuit, je faisais beaucoup d'insomnie. Et on me donnait du Xanax tous les soirs à 10 ans. Je trouve pas ça très normal parce que j'étais une enfant, on aurait peut-être pu essayer autre chose que tout de suite. Dès que je dormais pas, tiens, prends ton Xanax et va dormir. Surtout que l'anorexie, ça te flingue le sommeil. C'est ça, t'es obsédé partout en fait. Ce que t'as mangé, ce que t'as pas mangé, ce que t'as vu, tout ça. Et ouais, non, c'était compliqué cette hospitalisation-là. Mais ça t'a aidé? Ça m'a aidé pondéralement, mais après, dans ma tête, ça n'allait pas forcément mieux. Surtout qu'après, j'ai été harcelée au collège, donc T'es ressortie? je suis ressortie pour rechuter en fait. Et à l'école, tes camarades de classe, ils étaient au courant de ce qui t'arrivait ou pas du tout? On a dû leur expliquer, mais je pense que beaucoup ne comprenaient pas trop quoi. Après, ça dépendait. Il y en avait certains, ça les laissait assez indifférents, on va dire, et d'autres qui étaient qui disaient mince, c'est pas à l'hôpital, c'est que c'est grave quand même. Après, j'ai changé d'établissement, mais ça n'allait pas mieux. J'aime pas dire ça parce que tout le monde dit ah, c'est parce que t'as vu la série que tu dis ça, mais je suis HPI. Et du coup, tout le monde dit ah, t'as vu la série, c'est pour ça que tu te dis HPI. Non, j'ai un diagnostic, j'ai fait des tests, je dis pas ça avec une fierté en fait, c'est plutôt un fardeau des fois de vivre avec ça. Et du coup, j'ai toujours eu énormément de facilité à l'école. Ouais. Donc ça a attisé les jalousies de se dire ça se fait pas, toujours des bonnes notes, c'est une faillotte. Surtout il y a une année où une institutrice m'avait prise en griffe aussi. Donc si l'institutrice me pointe du doigt, les élèves se disent si même l'institutrice elle dit que c'est nul, on peut dire que c'est nul quoi. Après c'est vrai qu'il y a souvent une corrélation entre HPI et anorexie. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Moi je sais pas, j'ai jamais eu de diagnostic. Mais voilà, mais après c'est vrai que j'ai vu aussi d'autres contenus qui disait que l'HPI c'était aussi une force dans la vie. En fait, si ça devient un fardeau, c'est aussi parce que ton environnement il est pas adapté. Oui, c'est ça. Parce que si tu es dans des bonnes conditions, en fait, c'est banco quoi. Tu vas tout gagner. Mais c'est sûr que quand tu es dans une école, selon les relations que tu vas avoir, ça peut te faire, ça peut te faire plonger comme ça peut t'élever. Ouais, c'est vraiment. Mais l'HPI c'est pas une pathologie. Oui, je sais. C'est vraiment un truc. Et moi, des fois, je vois ça comme une pathologie parce que justement, ça m'a beaucoup fait souffrir. Mais maintenant, j'apprends à vivre avec qui je suis. En fait, je sais que il y a des connexions qui se font peut-être plus rapidement que chez les autres et c'est comme ça en fait. Et j'en tire pas forcément un grand panache ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai jamais cherché à rabaisser les autres, au contraire. Après, mon frère doit probablement être HPI aussi parce que là, il a fait un doctorat en maths et lui. Ça va tes parents aussi. Un de tes deux parents. Mon père aussi, il a fait des hautes études. Mon père est directeur financier. Ouais. Ma mère pharmacienne. Donc oui, c'est quand même des hautes études. Et moi, du coup, au milieu de toutes ces hospitalisations, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie professionnelle. Parce que quand tu entrecoupes constamment tes études avec des hospices, tu reviens, tu repars, tu reviens, c'est compliqué. Et comme j'ai toujours été très littéraire, on m'a dit fais des études de lettres, tu verras, tu vas adorer. T'as pas adoré? J'ai pas adoré du tout. Et en fait, ça peut paraître un peu ironique ce que je vais dire, mais au final, ma passion, ça a toujours été la cuisine. Mais c'est pas une obsession malsaine. Je me suis rendu compte avec le temps. C'est intéressant ça. Parce que pendant longtemps, je me suis dit non, ne va pas dans un CAP cuisine, boulangerie, parce que tu as fait de l'anorexie, c'est la possible de tes troubles. Donc je me suis dit non, fais pas ça. Donc je suis partie en études de lettres parce que je me suis dit ça au moins ça me détache de la maladie, tout ça. C'est marrant. Et au final, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester derrière un bureau. J'adore lire et j'adore les auteurs, j'adore la philo, tout ça, mais en faire mon métier, non. Du coup, là, je vais commencer un CAP en boulangerie et je sens que c'est vraiment ça qui m'anime en fait. Que c'est vraiment la cuisine, mais pas dans un but malsain de nourrir les autres à moi. C'est vraiment, je goûte toujours ce que je fais et j'ai plaisir à faire ce que je fais, à goûter, à partager. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je suis déçue parce que du coup, j'ai attendu mes 23 ans pour le faire. Parce qu'avant, je me l'interdisais en fait.
Et je me l'interdisais parce que je me disais, bah non, mais tu poursuis tes troubles en fait. Ouais, mais c'est marrant parce que C'est ce que les médecins me disaient. moi, tu vois, j'ai développé assez tôt aussi, moi, quand j'étais enfant, avant d'avoir des troubles du comportement alimentaire, un intérêt aussi pour la cuisine, ce que j'aimais bien. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, faut pas trop que je m'intéresse à ça parce que voilà, t'as un problème avec ça. Et puis maintenant, je sais pas, je trouve que tu ressens vraiment les gens qui ont un trouble du comportement alimentaire et un intérêt pour la cuisine qui est induit par le trouble et ceux qui... En fait, moi, je trouve qu'il y a une différence. Je suis d'accord. Quand je discute avec eux, je le sens si c'est le trouble alimentaire. Bah, en fait, ils vont avoir tendance à cuisiner très gras, très riche. Et puis, ouais, ils vont moins accorder d'attention peut-être aux petits détails. Oui, c'est vrai. Dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils goûtent ou dans ce qu'ils préparent. Oui, bien sûr. Donc je trouve que voilà. Bah, j'ai eu le côté au départ cuisiner pour les autres. Ouais. Mais après, pour guérir, je me suis dit, accroche-toi aussi à cette passion que tu as de faire les choses parce que ça te fait kiffer en fait, parce que tu aimes ce que tu fais. Et profite aussi, les autres te disent que c'est bon. Pourquoi tu t'interdis de goûter? Pourquoi tu t'interdis de passer un moment avec eux? Moi je trouve que la cuisine, c'est un truc créatif. Puis en même temps, c'est un peu de la chimie. Oui. Quand tu vas trouver les bonnes associations. C'est ça. Moi, tu vois, j'aime pas trop suivre des recettes, sauf quand il faut faire un truc. Il y a des trucs. Ouais. J'aime bien un peu inventer et je trouve que c'est ça qui est bien dans la cuisine. Bah, moi, c'est dans la boulangerie du coup que je me dirige. Ouais. Bon, ça, c'est un haut niveau, quoi. Bah, un niveau amateur. Bah, à un haut niveau, je sais pas, parce que quand tu vois mes parents qui ont fait Bac plus 5, moi, c'est un CAP. Hein. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est après, un truc qui demande. C'est un artisan, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça demande vraiment des bonnes conditions, un bon matériel. Tu peux pas faire ton pain chez toi. Oui, et puis un savoir-faire. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, mes parents me disaient, ah, CAP, t'as quand même eu le bac, mention très bien, t'as été major de ta promo, tu te rabaisses un CAP. Je dis, pourquoi je me rabaisse un CAP? Si c'est ce que j'aime, pourquoi je ne devrais pas le faire en fait? Mais oui, pour beaucoup de gens, le CAP, c'est les études parce que t'as pas su faire autrement. Et en fait, non. Je pense que c'est vraiment juste des passionnés d'un domaine et où on a un apprentissage qui est moins scolaire, plus pratique. Mais c'est tout autant du travail, je trouve. Bah, boulanger, c'est vraiment la boulangerie que tu fais. Ouais. Voilà, faut pas avoir peur parce que moi, maintenant que si je vois les horaires et la qualité de vie, ça donne pas trop envie, mais bon. Ah, moi, justement, j'ai toujours été quelqu'un qui se lève très tôt, qui est du matin. Ouais. Non, mais bon, je veux dire, après, si tu veux avoir des enfants, une vie rangée et tout. Bah justement, je me dis, je sais pas, moi je sais pas si je veux des enfants exactement, mais je me dis, au moins j'ai mes après-midi de libre. Oui, mais ouais. En fait, c'est vrai que quand tu choisis ton métier, t'es pas encore dans cette optique de qu'est-ce que je vais faire, si je veux avoir des enfants, etc. Donc en fait, tu choisis ton métier sans penser à ça. C'est vrai. Et ça, je sais pas, c'est... Mais bon, là, j'ai eu tellement de mal à trouver ma voix que je me dis, bon... mais c'est cool, du coup, là, t'as repris en... Là, je vais commencer, là, en fait, je vais le passer en candidat libre. D'accord. Parce qu'en fait, là, j'ai encore quand même beaucoup de suivis médicaux et je sais que faire un 35 heures semaine, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que je vais faire un candidat libre avec des stages. Parce que je pense que c'est le rythme qui me conviendra le mieux, surtout que, comme à la maison, j'ai toujours beaucoup cuisiné, on est quand même bien équipés. Je pense que je pourrais quand même faire un maximum de production même à la maison, tout ça, m'entraîner. Ah, c'est cool. Pour le coup, la cuisine, c'est l'endroit le mieux aménagé de la maison, limite. Hein, parce que j'y passe tellement de temps que là, à chaque fois, quand c'est pour Noël, tu veux quoi? Du matériel de cuisine. C'est vraiment du matériel ou des livres. C'est ça qui m'a aidé à sortir de mes TCA, je pense. Parce que je suis vraiment passée par tous les TCA pour en revenir à mon parcours. J'ai commencé par de l'hyperphagie petite, l'anorexie pendant quand même pas mal d'années. Et en plus, mes parents pensaient que me changer d'établissement, si je guérissais pas à la fin d'un établissement, c'est qu'il fallait changer en fait. Du coup, j'ai voyagé partout, j'ai été en Belgique, j'ai été à Paris, j'ai été machin, pour tester des cliniques. Ah, c'était n'importe quoi. Parce qu'au final, c'est pas la clinique qui va te donner le déclic, c'est toi qui vas avoir le déclic ou qui va avoir envie d'avancer. Tu peux avoir des bonnes clés dans une certaine clinique, mais c'est pas la clinique qui va te guérir, quoi. Mais ça, mes parents l'avaient pas intégré. Du coup, j'ai été à Bruxelles, j'ai été à Paris. Donc ça, je connais vite fait Paris parce que j'ai été hospitalisée dans une clinique à Paris. Enfin, c'était à la clinique Villa-Montsouris. En plus, qui coûte très cher. Mais il y a un service spécialisé.
Ouais, c'est ça. Et t'en as pas retiré Bah, j'en ai pas tiré grand chose. Après, j'ai été hospitalisée du coup à Lille. Enfin, j'ai fait pas mal de cliniques, d'hôpitaux, tout ça. Et au final, bah, je pense que j'ai guéri pas forcément avec les cliniques en fait. Enfin, avec aussi beaucoup de volonté et en m'accrochant à des passions, avec mes thérapeutes, mais vraiment en libéral, pas forcément en clinique. Je trouve que le cadre clinique où tu es entouré que de TCA, que de patients de TCA, bah, en fait ça t'aide pas toujours. Des fois ça pousse beaucoup à la comparaison. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est assez malsain en fait. Tu vois un tel qui finit pas son assiette, tu te dis bah pourquoi moi je finirais la mienne. Non, mais Enfin, c'est clair, terrible. mais moi, tu vois, je trouve que ce qui aide le mieux, c'est d'être avec un ou une mangeuse intuitive. Exactement. C'est ça qui aide le mieux. C'est ça qui aide. C'est pas d'être avec des gens qui sont au fond du trou. Enfin, Et puis après j'ai eu une phase un peu boulimique aussi, mais je pense que c'était pareil, moyen de. C'est plus de me faire du mal en fait. Moi j'étais pas bien, en pleine. Comment dire, j'étais perdue dans mes études, dans ma vie, je savais pas. Et je sais pas, ça a comblé quelque chose. Mais comme avec les réseaux machin, ils t'apprennent les techniques de purge, bah après je me suis dit c'était l'hyperphagie, mais du coup que je gardais pas. que tu Quoi. compensais. Ouais. Après, ça a duré pareil quelques années, mais j'en ai jamais parlé vraiment avec mes parents. Juste, ils voyaient que les placards diminuaient, donc ils se doutaient bien qu'il y avait un truc, mais on n'en a jamais parlé. Ah ouais. Ouais, parce que du coup, t'as toujours été avec. Enfin, t'habites encore avec tes parents. J'habite encore avec mes parents. Ouais, donc t'as tout le temps été avec tes parents pendant toutes les phases de ta maladie. Ouais. Bah, avec mes parents, ça a toujours été compliqué. Il y a beaucoup de choses. En fait, on est une famille qui ne parle pas beaucoup. Assez pudique sur beaucoup de sujets. Et comme beaucoup de familles de gens qui ont des TCA, je pense. C'est ça. Et du coup, c'est. Bah, en fait, mes parents sont divorcés maintenant, donc je vis qu'avec mon père. Mais lui, c'est le plus pudique avec son autisme, forcément. Pas très ouvert au dialogue, surtout les dialogues très profonds sur les TCA, ça m'intéresse pas du tout. Et ça l'intéresse pas du tout, même si, c'est pas même dans si ses toi, intérêts. t'en as souffert. Ah non. Mon père, il a ses intérêts restreints, un peu comme les autistes. Ouais. Du coup, les TCA n'en faisant pas partie, lui, se dit bah, je sais pas ce qu'elle fait ma fille, c'est bizarre, mais point quoi. C'est fou. Mais du coup, ouais, mon père voyait les placards diminuer, mais il faisait jamais de remarques. Juste Et en fait, à ce moment-là, t'avais retrouvé un poids normal. ouais. Donc aussi, les gens et les parents, ils s'inquiètent beaucoup au poids. Oui, Tu c'est vois, ça. ils voient que leur enfant, il est pas maigre ou gros, et bah tant mieux quoi. Bah, c'est c'est bon. ça, même les spécialistes ils me disaient anorexie atypique, machin et tout. Je dis non, c'est juste que j'ai des crises de boulimie en plus, quoi. Mais je reste dans l'anorexie. J'ai eu une phase anorexie-boulimie, mais à poids normal, mais qui restait, je sais pas, un IMC assez faible quand même. Enfin, j'étais dans le normal basse, tu vois. Et on me disait anorexie atypique, t'es pas vraiment anorexique parce qu'on regarde ton poids. Et j'étais là, mais je souffre quand même. Pourquoi atypique? Je sais pas. Bah parce que j'avais un poids Normal. dit normal. Mais pourtant, quand je leur disais que j'étais dans restriction, compulsion, purge, tout ça, ils comprenaient pas. Ils disaient bah ton poids est bon, c'est bon, ta tension est bonne, ça va. Mais je trouve ça horrible en fait. Ouais. Moi après, avec le temps, mes bilans sanguins restaient bons, même si je m'alimentais pas bien, tout ça. Je pense que le corps arrive à combler d'une certaine manière. Bah c'est que le sang, ça reflète pas du tout le corps. Bah, ça c'est reflète ça. le sang, c'est Ça tout. reflète le sang, quoi. Ouais. Et Qui est un endroit qui doit être hyper contrôlé en fait. Le corps fait tout pour que le sang reste bien, Ouais. tu vois. Il va tout casser dans ton corps, mais pour que les constantes dans le sang soient ok. C'est ça. Puis même, ils sont pas dans ma tête, quoi. Enfin, c'est pas une prise de sang qui va analyser mon état mental. Vraiment pas. Donc, en ce cas, là, ça fait quand même un an et demi que ça va vraiment bien, que j'ai plus ces crises, que j'ai plus ces restrictions, que je me dis, maman, je me fous la paix avec l'alimentation, quoi. Quand tu dis que ça va mieux depuis quelques temps, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Bah, je pense apprendre à travailler sur moi, apprendre à me connaître du coup avec le côté HPI et puis même travailler sur les traumas, tout ça en fait, parce que l'air de rien j'avais beaucoup de blessures d'enfance que j'avais beaucoup négligées et mettre des mots dessus avec les thérapeutes ça aide beaucoup en fait. J'étais quelqu'un qui du coup comme dans ma famille on communiquait pas, du coup j'avais intériorisé beaucoup de choses et je verbalisais jamais ce qui allait pas. Et du coup, c'est quoi? C'était une psychologue, J'ai rencontré au départ une neuropsy qui avait fait les tests HPI, tout ça, qui avait aussi. Mais qui t'a dit d'aller la voir en fait? C'était plus pour le coup c'est une idée de ma mère d'aller la voir. Ouais, parce que t'avais déjà de l'autisme dans la famille. Ouais, c'est ça.
Et bon, elle a fait la recherche aussi de l'autisme. Bon, moi, je pense pas avoir un trouble autistique, mais par contre, HPI, elle a fait des tests, etc. Et elle était aussi travaillée avec des personnes qui avaient des TCA aussi, cette neurologie, donc elle était vraiment bien. Mais ça n'avait pas vraiment suffi. Je pense que là, ce qu'il a fallu, c'était aussi une diététicienne qui, comment dire, soit un peu, qui mette un cadre avec moi. Parce que j'avais une première diète qui était très très gentille, trop gentille, et qui du coup me laissait passer plein de trucs et m'aidait pas à prendre conscience que, elle m'aidait pas à réaliser que des fois je faisais vraiment n'importe quoi. Je pense que des fois c'est pas forcément rabaissant de dire à quelqu'un, écoute là stop, là ce que tu fais c'est pas forcément bien, parce que moi elle me le disait pas en fait, elle me disait, elle était limite dans dans vraiment trop de compassion. Et surtout sur la restriction. C'est ça. Après sur la restriction elle me disait non mais allez, je te laisse encore une chance. Ouais. Non, il y a des moments où il faut être un peu plus ferme et dire écoute là t'as un truc qu'il faut pas, tout en restant bienveillant, mais juste poser un cadre en fait. J'avais besoin de ça aussi, parce qu'à la maison on n'en posait pas de cadre. Enfin, là je vis avec mon père, il est très très laxiste. Je peux vraiment faire ce que je veux en fait. Bon, j'ai 23 ans certes, mais mon père il contrôle rien du tout quoi. Et à la maison sur l'alimentation c'était pareil, si je voulais pas manger, je mangeais pas. Enfin, c'était pas son problème en fait. Donc, après c'est compliqué parce que il va pas me mettre la fourchette dans la bouche, mais tu vois quelqu'un qui a pas de TCA, des fois il a pas envie de manger, tu vas pas le forcer quoi. Oui c'est ça. Je pense que grandir dans une famille un peu atypique comme la mienne, où il y a de l'autisme, ma mère sûrement peut-être un trouble bipolaire qu'elle veut pas trop diagnostiquer, enfin c'est compliqué. Après là depuis que mes parents sont séparés, je pense que ça m'a aussi aidé à guérir, parce que comme là il y avait des tensions dans leur couple depuis X années, bah là un cadre un peu plus apaisé ça aide aussi. Et t'es avec ton frère du coup ou pas? Ouais. Bah, mon frère en fait comme il a un trouble autistique, là il a 27 ans, il vit encore chez mon père. Je pense qu'il se sent pas prêt à prendre une indépendance parce que on lui a jamais vraiment appris. Bah, en fait mes parents ils l'ont pas poussé non plus à prendre des responsabilités, à s'entraîner mettons à faire la cuisine, à faire le ménage, tout ça. Il a beaucoup de mal avec tout ça à 27 ans. Donc, vraiment j'ai eu des parents, c'était compliqué quoi. Mais après ça prend sur le tas. Ça prend sur le tas. On ne n'est pas parents, enfin, c'est oui, bien. Voilà. Mais là j'avoue qu'il y a quand même pour mon frère ça a été compliqué parce qu'ils ont focalisé l'attention sur moi et c'était tout ce que je voulais pas qu'on se focalise sur moi. Bah, c'est souvent ce que l'anorexie crée dans une fratrie. Et malheureusement du coup mon frère je pense qu'il m'en a jamais tenu rigueur, on ne s'est jamais engueulé ou disputé à propos de ça. Mais je pense que peut-être au fond de lui il a une petite rancœur de se dire bah mince du coup moi maintenant j'en suis là aujourd'hui et on m'a pas appris ce que j'aurais dû apprendre. Après on s'aide beaucoup avec mon frère mutuellement. Après avec mon frère quand on était petit on avait une relation, on se disputait beaucoup. Et étonnamment, en grandissant malgré les troubles, ça s'est vraiment bien apaisé et maintenant on s'entend très très bien. Donc, ça va, c'est aussi un soutien maintenant mon frère. Il comprend pas forcément non plus trop la maladie, mais qui essaye d'être présent. Je pense que j'ai pas vraiment de conseils miracles à donner, si ce n'est de s'entourer des bonnes personnes, des bons thérapeutes et puis des fois d'être un peu égoïste aussi, l'air de rien, penser à soi. Parce que dans l'anorexie, on pense beaucoup des fois au perfectionnisme, à vouloir bien faire pour les autres. Enfin, moi en tout cas, j'étais comme ça, à avoir des super notes pour mes parents, à faire ci, faire ça pour les autres. Et je me suis dit, et moi dans tout ça, je compte quand en fait. C'est ça, non, mais de toute façon, pour moi, l'anorexie, c'est bizarrement d'un point de vue extérieur, ça a l'air d'être super narcissique. Mais au final, ça naît d'une profonde haine de soi. Ah, exactement. Je pense qu'il faut avoir une haine de soi de malade pour s'infliger ça. S'infliger ça. Donc, tu prends du recul pour plaire aux autres, pour plaire à la société, à tout ce que tu veux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'anorexie qui ont vécu une certaine forme de harcèlement. Enfin, peut-être pas un truc de fou, mais tu sais, ça suffit. Des petites piques répétées, ça peut être du harcèlement en fait. C'est ça, exactement. Enfin, il y a le harcèlement vraiment actif, tu as le harcèlement passif. Tu sais, c'est le fait de te mettre à l'écart, de pas te calculer en fait. Enfin, tu vois, chez les enfants, tu as souvent ça. Oui, celui qui est un peu à l'écart. Mais ça, c'est même si tu vois, en fait, les adultes ils vont dire bah non, ça c'est pas du harcèlement, il est pas insulté, personne se moque de lui, il est pas insulté, on le frappe pas, donc c'est pas du harcèlement. Mais il est tout seul en fait. Il est mis de côté. Mais ça c'est hyper violent. C'est hyper violent. Moi je trouve que quand tu es HPI, tu as peut-être une certaine propension à te retrouver dans cette situation. Oui. Parce que du coup tu es un peu en décalage. Des fois à la récré, tu vois, je trouvais les autres des fois vraiment trop gamins.
au collège ou tout ça, donc je m'isolais moi-même des fois parce que je me disais c'est pour écouter les potins de Miss et Madame, je m'en fiche un petit peu quoi. Enfin c'est très gamin encore en 6e, 5e. C'est qui a vu le dernier Secret Story, moi j'étais pas de ce bord-là quoi, donc je suis pas mal stigmatisée, mais là tu vois c'est pareil, j'en avais développé une phobie sociale, que là je travaille à me dire tu vas vers les autres, tu fais des sorties, tu retrouves tes amis, parce que de base moi je suis pas quelqu'un qui s'isole, de timide ou quoi. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, j'étais la première à monter sur scène, quand il y avait des karaokés j'étais la première à aller chanter, enfin j'étais pas du tout timide quoi. C'est après que je me suis renfermée et que... Mais là j'essaye de retrouver ce côté, souvent ma maîtresse, enfin mon institutrice de grande section, elle me disait toujours j'étais solaire en fait, c'était son adjectif. Je me souviens toujours, elle me disait Elodie c'est un petit soleil et tout. Puis après je suis devenue un gros nuage et puis après... À cause des autres en fait. C'est ça. Ouais. C'est souvent comme ça. Parce que je pense que quand t'es enfant, t'es pas armé. Après, quand t'es adulte, t'as une certaine facilité à envoyer bouler les autres. Oui, c'est ça. T'as appris à le faire en fait. T'as fini par apprendre. Ouais. Mais quand t'es enfant, en fait, t'es pas armé du tout. Et je trouve que ça, c'est franchement un truc qui est totalement ignoré, mis de côté. Parce qu'il y a des enfants qui naturellement sont assez spontanés et francs quoi. Ouais, et qui vont balancer des trucs. Mais t'en as d'autres, en fait, ça les fiche sur place. Ouais. Et après, ça mouline dans la tête et c'est parti. Ouais, c'était exactement ça. J'étais tétanisée par les remarques qu'on pouvait me faire ou juste en fait le mépris qu'on pouvait avoir envers moi. Parce que comme tu dis, c'est pas toujours des remarques, c'est des fois être la dernière choisie en sport ou des trucs comme ça, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Quand tu te retrouves le dernier parce que personne veut toi dans l'équipe. Quand ça arrive qu'une fois encore, ça va. Mais quand c'est tout le temps, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Le fait d'avoir fait des concours d'éloquence après plus tard au lycée et d'avoir repris un petit peu le théâtre, ça m'a aidé à prendre confiance en moi aussi. Je suis très bavarde aussi. Ça c'est... Ouais, quand je vais bien, tu vois, j'arrive à retrouver ce côté spontané, ce côté bien, tu vois. Et pas le côté vraiment maladif, craintif, peur de l'autre, contrôle. Ouais, du coup, je voulais t'interroger maintenant, actuellement, comment ça se passe en fait ta vie avec ton alimentation, que tu disais mangeuse réconciliée, mais du coup, ça se traduit comment? Ça se traduit que je goûte à des aliments que je m'étais interdit pendant des années en fait. Et ça depuis mon début de guérison. Maintenant, je m'autorise à goûter vraiment à tout. Quand j'ai envie d'un truc, je le prends, je goûte. Je m'écoute vraiment en fait. Et à un moment donné, j'avais du mal avec la satiété parce que je me disais tout le temps, j'avais peur de ne pas manger assez. Du coup, je me forçais tout le temps à manger, même quand j'avais plus faim. Et ça, maintenant, sans forme de restriction, quand j'ai plus faim, je m'arrête. Alors qu'avant, je me forçais parce que je me disais non, mais après, si tu finis pas, c'est que tu te restreins, tout ça. Alors qu'en fait, je me rends compte que c'est des signaux normaux du corps, en fait. Je dirais pas que je suis une mangeuse intuitive, quand même pas. Mais en tout cas, j'arrive à beaucoup écouter mon corps. À me dire, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je m'arrête, j'ai pas faim, je mange pas. J'ai découvert la satiété, parce que c'est vrai que quand on était en service de renutrition, tout ça, on t'apprend pas vraiment la satiété. C'est mange, je pense qu'il faut pas la prendre en fait. Non, c'est ça. Dans un premier temps, quand t'es anorexique, c'est possible. Mais maintenant, j'arrive à écouter une vraie satiété, en fait, à me dire, si j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je m'arrête. Et à un moment donné, pour moi, c'était impossible de laisser quelque chose dans l'assiette. Je me disais, faut finir, parce que c'est peut-être ta maladie qui dit de pas finir. Enfin, je psychotais, en fait. Que maintenant, je me dis, non, c'est juste que j'ai plus faim et c'est pas grave, il y a des tupperwares, ça existe, c'est fait pour ça. Comment dire, le fait de s'autoriser à goûter ce qui nous fait envie, ce qui pas forcément manger ce qu'on n'a pas envie, vraiment s'écouter quoi. Se dire mon corps c'est quand même précieux, donc je suis un peu, c'est moi qui décide, c'est pas la société qui va décider pour moi comment je le gère. Après c'est surtout tes envies en fait, qui drive le truc, parce que dire j'arrête de manger quand j'ai plus faim, je trouve que c'est... Enfin moi personnellement ça me parle pas. Parce qu'en fait t'as vite plus faim en fait. Oui, mais je veux dire c'est quand t'as plus envie non plus de manger. Ouais, t'as plus envie, ça t'intéresse plus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas vraiment... parce que oui, sinon si tu manges beaucoup de salade, ça va vite te caler, mais t'auras pas avalé beaucoup de nutriments quoi. Oui, c'est ça. Même tu vois, des fois tu bois un verre d'eau, t'as moins faim. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça la société? Non, c'est pas le remplissage. Vraiment, tu te dis non, là, ça m'a... Non, j'ai plus envie, quoi. Je trouve qu'il y a une histoire de
dans la bouche aussi, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Quand on a eu assez, Quand en t'es fait. un peu écœuré du truc, Quand tu te dis, bah c'est bon, je suis eu assez pour ce ouais, voilà. repas, quoi. Ouais. Tu sais que de toute façon, t'auras mangé T'auras plus tard. mangé après, plus tard, ouais, c'est ça. Si tu te restreins pas, tu sais que si t'as faim, même 2 heures après, tu peux en manger. Enfin, Oui. si c'était sur le moment T, t'avais pas très faim, mais que 2 heures après, t'as un petit peu faim, bah moi, des fois, je fais ça. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup évolué mes TCA, parce qu'avant, manger quand c'était pas l'heure, entre guillemets, ça me paraissait une montagne. Alors que j'appelle pas ça du grignotage, c'est si j'ai conscience que j'ai mangé vraiment léger parce que j'avais pas très faim, pour moi c'est un complément de repas, c'est pas du grignotage parce que c'est pas tous les jours et c'est pas Exactement, ouais. c'est pas non plus devant une série, je me gave de trucs et tout, c'est non. J'avais faim, je remange un petit truc. Enfin, c'est Ouais, puis dans le grignotage, j'ai une notion d'ennui aussi. Hein. ouais, et de non-conscience. Ouais. Enfin, tu vois, t'es un peu là à piocher des trucs. Oui, c'est ça. C'est pas comme tu te poses, tu fais une collation. Oui, c'est ça. C'est différent. Et je pense que vraiment sur ton contenu, ça va quand même m'aider sur beaucoup de choses, à prendre conscience en tout cas à me foutre un peu la paix sur l'alimentation, tu vois. Le fait de suivre les vidéos, de voir les témoignages. Ah ouais ouais, vraiment. Enfin, il y avait Sarah, je vais passer par là, je pense. Ouais, mais Sarah, elle regarde là tous les dimanches, elle est au rendez-vous. Le rendez-vous, mais la méthode Oli, bon, moi j'ai pas suivi vraiment ça, mais je me suis dit, bah ok, en fait, c'est vraiment ça, se foutre la paix, quoi. Enfin, elle, c'est elle qui avait lancé un peu l'idée de dire, bah, je fais full confiance à mon corps, en fait. Et ça m'a pas mal parlé, en fait, ça a cheminé un Allez petit peu. suivre la chaîne de Sarah, Ada les régimes. Vraiment, merci Sarah, Ouais. par là. Enfin, je dis merci Sarah, mais merci à tous ceux qui sont venus témoigner, parce que l'air de rien, chacun a contribué par son témoignage. Mais Sarah, elle a quand même un sacré courage. Oui. Parce que bon, c'est pas évident de témoigner en étant dans un corps gros, Oui, bien sûr. à visage découvert. Parce que tu remarqueras, enfin, il y a beaucoup de corps gros, de comptes de personnes grosses qui sont anonymes. En Oui. fait, c'est trop violent de... Bah, c'est ça. Après, il y a Lisa, mon podcast aussi. Ouais, mais elle montre pas Elle trop montre sa pas tête. beaucoup sa tête, Elle fait ouais. pas des reels en mode regardez. Toujours. Non. Non, et franchement, je trouve ça dommage en fait, parce que vraiment, cette Ouais. phobie, C'est dommage. C'est dommage. Après, c'est vrai que ça peut partir aussi d'un questionnement militant, dans le sens où dans cette société, il y a quand même une attention très très marquée sur le corps, l'aspect esthétique Ouais. du corps, l'apparence. Le fait de du coup faire des comptes anonymes avec pas de corps, enfin pas de montrer son corps, c'est aussi un acte un peu C'est aller dans le sens. Ouais, c'est aller à contresens. Ouais. Sur ça, moi, je suis toujours un peu dérangée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de comptes de recovery, anorexie, tout ça, Ah oui, mais. qui jouent sur le fait, regardez comment j'étais maigre avant, Ah ouais, non, c'est comment je suis super maintenant. toxique. Mais c'est... Bah, en fait, c'est pas une fierté de montrer comment t'étais maigre avant, quoi. Enfin, t'étais pathologique, t'étais malade. Enfin, Ouais, mais en quelqu'un fait, qui a un je pense cancer, que il va les pas gens faire, qui font- regardez comment j'étais en chimio. Enfin, Mais ouais, mais je pense qu'en fait, ça part d'une bonne intention derrière. Pas pour tous les comptes, mais pour certains, ouais. je pense qu'ils sont contents du chemin qu'ils ont parcouru, ils sont contents de là où ils sont arrivés. Oui, bien sûr. Mais je trouve ça un peu malsain quand même. Bien sûr, puis les what I eat avec Oui, franchement, oui. pour la journée, là, c'est stop. Les what I eat, franchement, Je vois pas j'en l'intérêt. vois peu des réalistes. moi. J'en vois très peu des J'en vois réalistes. vraiment rarement des réalistes aussi. C'est toujours what I eat en termes de gras, what I eat machin, et je suis là, mais je m'en fiche royalement. Enfin, ça m'intéresse pas en fait. Ouais, il y a certains sur des comptes anglophones. Oui, les comptes anglophones, bah, de toute façon, là, c'est une richesse, les comptes anglophones. Ouais, il y en a certains qui sont à peu près réalistes de comptes en recovery. Oui. Vraiment, où ils montrent des trucs assez réalistes. Mais sinon, en français, c'est la... non. C'est regarder ce que j'ai pas mangé, quoi. Enfin, c'est terrible. Moi, j'ai eu un compte comme ça, TCA, dans les tréfonds de mon Instagram, mais je l'ai supprimé, il est plus actif. Et pendant une période, c'était un peu comme un journal intime en fait, parce que c'était la grande mode où tu pouvais te confier, mettre des stories où tu racontais ta vie. Puis après, avec du recul, je me suis dit, mais Elodie, qu'est-ce que tu fais quand c'est à tes thérapeutes de voir ça, c'est pas à des gens sur internet de te donner des conseils, souvent mauvais en plus. Parce que comme tu es en lien qu'avec des personnes qui sont malades aussi, bah soit tu vas dire des propos assez trigger, soit au contraire, bah, ils vont te donner des propos trigger. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé mon compte Insta, c'était un peu parce que j'étais dans ma guérison. Enfin, c'était un peu la fin quand même. Oui. J'avais bien avancé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre... j'ai rapidement eu des contacts avec d'autres personnes
qui étaient en guérison, mais pas forcément du tout au même stade. Oui, c'est ça. Souvent, c'était des gens qui étaient bien plus mal que moi. Et ça peut être... Et je sais pas ce qui s'est passé à un moment. Mon feed d'Insta, il a switché. J'ai arrêté de voir tous ces trucs-là. Ah ouais? Et j'ai vu des trucs militants, en fait. Ah, c'est trop bien. Mais je pense que c'est parce que, d'ailleurs, si elle passe sur cette vidéo, elle se reconnaîtra grâce à Florence, de Je n'ai plus mes règles. Et en fait, j'ai commencé à être enfin, j'avais fait un suivi avec elle. D'accord. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai eu des trucs, que j'ai été rebasculée sur des trucs plus engagés, tu vois. Ah oui, ça c'est bien. Et après, ça a complètement changé. Après, j'ai plus du tout eu ces comptes de Ah ouais, c'est recovery. bien. C'est le mieux. Et ça m'a plus aidée, en fait. Après, ça m'a amené sur des comptes féministes. Oui, c'est bien. Et de fil en aiguille sur des comptes politiques. Et après, Et puis les trucs Skinny Talk et compagnie. Enfin, ça a été banni de toute façon. Après, les comptes Insta de filles ultra maigres qui te font des trucs trigger, t'en supprimes 3, il y en a 5 qui se couperaient après, quoi. Enfin, c'est ça qui est un peu un fléau, quoi. Parce que... Non, mais après, moi, j'étais pas forcément dans des comptes toxiques. Voilà, ou quoi. Tu vois, j'étais plus dans des comptes pas du tout toxiques, genre Norem le Flower. Ah oui, elle est Tu vois, super. mais c'était vraiment des comptes qui étaient vraiment très ciblés. TCA, ouais. TCA. Et je pense qu'après, au bout d'un moment, tu satures. Tu satures et t'as envie de passer à autre chose. Ouais. Tu te dis, c'est un truc que j'avais constaté, c'est que les personnes qui ont un compte TCA, en fait, elles le réactivent que quand elles sont malades. Quand elles vont mieux, étonnamment, elles n'ont plus envie d'aller dessus. Ah ouais? Bah ouais, c'est vrai. Enfin, moi, tu vois, mon compte TCA, ça fait 2 ans que je suis pas allée dessus. Parce que je ne voyais plus l'intérêt. Et je me suis dit, parler avec des gens malades, j'ai plus forcément envie parce que je suis pas thérapeute. Et c'était encore une fois prendre soin de moi, me préserver de tout ça, quoi. Mais sinon, sur ce compte, je pense que j'ai pu être trigger à certains moments. Au début de ce compte que j'ai supprimé, je pense que oui, parce que tu vois tellement de gens qui vident leur âme dans story, qui disent tout ce qui va pas. J'ai fait tant de pas aujourd'hui, j'ai mangé tant de calories. Des fois, t'as envie de faire pareil en fait, alors que finalement, ça sert à personne, quoi. Ouais. Et je voulais te demander, du coup, maintenant que tu es mangeuse réconciliée, tu as des considérations éthiques ou pas forcément? En fait, j'ai été végétarienne à un moment donné. Je t'avais dit, j'avais testé pas mal de régimes restrictifs. Mais ça, c'est vrai que la cause animale, c'est quelque chose qui, l'air de rien, me tient à cœur. Donc je me considère plus comme flexitarienne, mais sans me priver. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger de la viande, je mange de la viande. Mais en fait, c'est plus que j'ai pas toujours envie de manger de la viande. Des fois, ça m'écoeure, ça me donne pas envie. Du coup, je me force pas. C'est pour la condition animale ou pour... le goût et la condition animale et l'environnement, enfin un peu tout ça. En fait, j'avais eu un attrait très fort pour la viande et je me dis, si en plus c'est des conditions d'élevage qui sont comme ça, c'est pas forcément bon pour la planète, je vais pas me forcer à en manger. Je vais suivre mon instinct. Si j'ai envie de manger, je sais pas, du saumon, je vais manger du saumon. Mais si j'ai envie de manger du tofu, je mange du tofu. Enfin, Et t'es plutôt bec sucré ou bec salé? Je pense que je suis quand même plutôt bec salé. Parce que, tu vois, par exemple, là, en CAP boulangerie, je vais y arriver. On peut aussi faire le CAP pâtisserie en complémentaire. Et après, cela m'intéresse pas du tout. Parce que comme je suis pas du tout branchée gâteau, j'aime pas spécialement manger ça, c'est pas un truc qui m'attire. Je me dis, je vais pas faire des gâteaux si je les mange pas, si je trouve pas ça forcément très attrayant pour moi. Enfin, je sais pas, un truc que moi je mange pas, je me dis en faire pour les autres, c'est pas... Alors que par contre, le pain, les sandwichs, tout ça, tout ce qui va être pain surprise, les baguettes, les pains spéciaux, vraiment j'adore. Donc je me suis plus orientée boulangerie justement pour ça. Ouais, d'accord. Et ton plat préféré? Je ne saurais pas trop dire. C'est vrai que j'aime bien goûter plein de choses. Alors, un plat préféré, peut-être un truc tout simple en fait. C'est vrai que je te dis, moi je fais de la boulangerie, je fais du pain, ça peut paraître tout simple. Ouais. Peut-être ce serait justement un sandwich avec la baguette, tout ça. Jambon beurre. Ouais, voilà, c'est ça, un sandwich tout classique. C'est mon sandwich préféré de boulangerie. Ouais, un sandwich tout simple en fait, mais je pense que ce serait ça mon plat préféré, vraiment. Du coup, dessert, t'as un dessert préféré, même si tu préfères le salé, t'as peut-être un dessert. Je suis très yaourt en fait. c'est pas vraiment un dessert. Ouais. Ou alors les crèmes dessert éventuellement. Mais les gâteaux en eux-mêmes, pas trop. Oh, les glaces? Non, vraiment juste marque les danettes ou des trucs comme ça à la limite, tu vois. Mais sinon. La crème anglaise quoi. Ah oui, les îles flottantes. Ah, peut-être îles flottantes, tu vois. Le truc à la vanille, non? Ouais, c'est ça. Ouais.
Remarque les danettes, t'as chocolat, vanille, t'as tous les Plus goûts. vanille, ouais. Et île flottante. Ouais, ce serait peut-être île flottante mon dessin préféré. Parce que c'est pas très sucré, puis c'est crème anglaise, j'aime Ouais. bien. T'as des choses à rajouter, des messages à faire passer, quelque chose que tu veux. Bah, alors des choses à rajouter, non, je pense que j'ai assez parlé, je suis quand même ça très bavarde. Mais un message à faire passer, je dirais que la guérison elle n'est pas impossible. Enfin, que vraiment il faut continuer d'y croire et que bah, vraiment je suis tout cœur avec ceux qui sont en lutte encore actuellement avec leur trouble alimentaire et que vraiment chacun est légitime. Ça, je pense que c'est un message à faire passer, que chacun est légitime. Peu importe l'apparence, peu importe la durée des troubles, depuis combien de temps, est-ce qu'on a été en sous-poids, en surpoids, je pense que ça, c'est vraiment... chacun est légitime, tant qu'il ressent de la souffrance, il est légitime en fait, vraiment. Ouais, carrément. Même s'il n'y a pas de diagnostic. Bah, c'est ça, si la personne est en souffrance, pour moi, elle est légitime à avoir de l'aide et Ouais. Encore faut-il savoir qu'on est en souffrance. c'est ça. C'est ça qui est compliqué C'est dans ça qui est l'anorexie. compliqué, ouais, d'admettre, sortir du déni, Parce que t'as plein de gens qui sont au régime de façon chronique c'est ça. Et qui et se disent qui en pas que fait c'est des pour eux dossiers, c'est tellement la norme, c'est C'est tellement ce qui était imposé qu'en fait ils se rendent même plus compte que c'est de la c'est souffrance. de la souffrance. Ouais. Ça c'est terrible. Bah, merci Elodie. Bah, merci Caroline. Merci beaucoup Elodie d'avoir participé. Bah, merci à toi, c'était très sympa. Ouais, j'ai bien aimé, c'était un chouette endroit avec une clim. Avec une clim, c'était important. de C'était préciser. mignon, tout mignon, avec plein ouais. de trucs délicieux. Est-ce qu'on peut mettre ton compte Insta en description si jamais des gens veulent venir échanger avec toi sur Oui, éventuellement, oui, je te le donnerai. comme oui. tu veux. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.